Parfois, les recettes qui nous parlent le mieux du passé sont les plus modestes, celles nées du manque et de la pénurie. Des plats qui, même s'ils nous semblent aujourd'hui étranges, voire absurdes, furent à leur époque un refuge pour celles et ceux qui n'avaient d'autre choix que d'improviser avec le peu qu'il y avait. Des spaghettis au ketchup au gâteau à l'eau, en passant par les sandwichs à la carotte bouillie, ces recettes racontent bien plus qu'une manière de se nourrir. Elles parlent de temps difficiles, d'ingéniosité, de survie et de la façon dont la nourriture, si simple soit-elle, a toujours été un acte d'amour, de résistance et de dignité. Aujourd'hui, on voyage ensemble vers ces époques où la créativité était l'ingrédient roi en cuisine. Et l'on découvre comment des plats nés du désespoir ont fini par laisser une empreinte indélébile dans l'histoire gastronomique. Bienvenue sur Viento del Oeste. Respire profondément, installe-toi confortablement et prépare-toi à un nouveau voyage dans le passé, où chaque plat raconte une histoire et chaque saveur porte un héritage. Spaghettis au ketchup. S'il existe un plat dont l'origine humble ne fait aucun doute, c'est bien celui-ci. Des spaghettis au ketchup. Le nom ne ment pas. C'est exactement ce que tu imagines. Pendant la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de familles s'y sont rabattues, car la sauce tomate en conserve n'était pas si facile à trouver, encore moins dans les zones rurales. Le ketchup est devenu une alternative bon marché qui rappelait, même très vaguement, une sauce pour pâtes. Ainsi est né cet hybride improvisé, resté courant à la maison, parce qu'il ne demandait que 2 ingrédients, économiques et faciles à conserver. Peut-être l'as-tu même croisé à la cantine, à la maison ou aux 2. Certains soldats américains basés au Japon ou aux Philippines pendant la Seconde Guerre mondiale en mangeaient aussi, signe à quel point ce plat a fait partie de la survie alimentaire de son époque. Aujourd'hui, on le prépare parfois par curiosité nostalgique. À l'époque, c'était de la pure nécessité. Sandwich au sandou. Peu importait que ta bourse soit vide ou que tu rêves de 3 bonnes bouchées de viande. Le travail devait se faire, et pour ça, rien de tel qu'un sandwich au sandou. Il s'agissait de pain tartiné de graisse de porc et, avec un peu de chance, garni d'un peu d'oignon ou de sucre. C'était une option riche en calories et bon marché, bien plus abordable que la margarine ou le beurre. Il devint donc un pilier de l'alimentation des familles les moins favorisées. Il apportait l'énergie nécessaire aux travaux les plus pénibles et, même si aujourd'hui ça peut sembler insensé, la nutrition était alors dictée par le pouvoir d'achat. Les familles qui ne pouvaient s'offrir des ingrédients frais, plus sains ou mieux équilibrés se rabattirent sur ce genre d'options. Bien sûr, tant de graisse consommée si longtemps a fini par présenter l'addition pour la santé de beaucoup. Mais que faire? Il fallait payer les factures et garder la lumière allumée, quitte à ignorer les conséquences. Pâté de viande, sans viande. Entendre pâté de viande sans viande, c'est presque une contradiction. Comme parler d'une rivière sans eau, non? Pourtant, durant la Grande Dépression, le rationnement fut si extrême que la viande devint quasi inaccessible pour de nombreuses familles. La seule façon d'en garantir, c'était d'aller chasser, et tout le monde n'en avait pas les moyens. Les ménagères ont donc redoublé d'ingéniosité pour compenser le manque de protéines, donnant naissance à des recettes comme ce. Pâté de viande sans viande, expression extrême de la culture de Ligue. Aliment factice. Les ingrédients étaient économiques et rassasiants. Chapelure, haricots, pommes de terre, champignons. Tout ce qui pouvait imiter, même de loin, la texture et l'apparence de la viande. La viande hachée étant hors de portée, on a commencé à préparer des pâtés avec des cacahuètes,
du maïs moulu ou des lentilles. Oui, crois-le ou non, les pâtés de lentilles existaient bien avant qu'on les appelle « vegans ». Peut-être pas très sexy, mais efficace. Faux cerveau. En temps de pénurie, la cuisine factice a connu son âge d'or, et les mock brains en sont un autre exemple. La recette cherchait à imiter l'aspect et la texture des cervelles, avec des ingrédients bon marché, gras et bien relevés. Fumée liquide, paprika, ail et autres épices capables de brouiller les pistes. On servait le tout avec de la sauce tomate pour parfaire l'illusion visuelle et ajouter un peu de goût. Ce n'était pas un miracle culinaire, mais ça calmait la nostalgie de celles et ceux qui regrettaient les repas d'avant. Sauce au sang. Si tu pensais que les sauces ne se faisaient qu'avec les jus de viande, détrompe-toi. Pendant le Dust Bowl, la sauce au sang était un recours fréquent, surtout dans les fermes où rien ne se perdait. Oui, ça paraît extrême, mais quand la nourriture manquait et que la viande était rare, on mélangeait le sang, généralement de porc ou de bœuf, avec de la farine, du lait et des épices pour obtenir une sauce épaisse servie en accompagnement. On la versait sur du pain, des pommes de terre ou des crackers salés. Surprise, ce n'était pas si mauvais, et cela apportait du fer et d'autres nutriments précieux en temps de carence. Ça peut sembler peu ragoûtant aujourd'hui, mais la gastronomie mondiale en regorge d'exemples. Blood pudding en Suède, dinuguan aux Philippines. Cette sauce n'était donc pas une bizarrerie, mais une adaptation logique à la nécessité. Pain renforcé à la sûre. Ça sonne comme une légende urbaine. Pourtant, mélanger de la sûre à la farine pour faire durer le pain fut une triste réalité durant la Seconde Guerre mondiale. Quand la farine vint à manquer, les familles cherchèrent des moyens d'étirer leurs réserves. La sûre servait de charge, bon marché, abondante et riche en fibres, même si le goût et la texture laissaient à désirer. À trop en mettre, le pain se gâtait plus vite. À petite dose, on allongeait la pâte et on trompait l'estomac. Curieusement, cette pratique eut des répercussions des décennies plus tard. Dans les années 1970, de nombreuses entreprises ont ajouté des fibres végétales, comme la cellulose, dérivée de la chure, à leurs produits pour reproduire cet effet de satiété. D'une certaine manière, la chure a donc sa petite histoire dans l'alimentation américaine. Cobbler au vinaigre. Quand il n'y avait ni fruits, ni grand-chose d'autre que sucre, farine et vinaigre, le vinegar cobbler était pratiquement la seule option pour un petit plaisir sucré. On le classait parmi les despérations pieds. Ces tartes nées de l'ingéniosité et du manque, préparées avec ce qu'on avait sous la main. Beurre, sucre, œufs, farine et tout substitut d'ingrédients coûteux ou hors saison. Ce type de tarte était courant avant les réfrigérateurs et les garnitures de fruits en conserve et devint indispensable durant la Grande Dépression et le rationnement de la Seconde Guerre mondiale. Quand les pommes fraîches ou les citrons étaient inabordables, on utilisait du vinaigre pour imiter leur acidité. Ainsi naquit ce cobbler. En cuisant, le mélange vinaigre-sucre-épice se transformait en une garniture qui trompait plutôt bien le palais et rappelait une tarte aux fruits. À la place des pommes, un simple vinaigre de cidre suffisait à duper le cerveau. La pâte, comme toujours, réunissait les basiques du garde-manger: farine, sucre et graisse. Le goût, on le décrivait comme un croisement entre un flan de maison et des chips aromatisés au vinaigre. Curieux, oui, mais suffisant pour arracher un sourire après une semaine rude. Si tu apprécies ce voyage à travers les recettes les plus insolites de l'histoire, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un like à cette vidéo. C'est la meilleure façon de soutenir ce contenu et de ne pas rater les prochaines histoires que nous avons préparées pour toi. Prête? On continue. Tarte à l'eau? Oui.
Tu as bien lu, une tarte à l'eau. Pas une croûte remplie d'eau pure, même si on pourrait le croire. Née en pleine Grande Dépression, cette recette prouve jusqu'où l'on pouvait aller quand la nécessité se faisait pressante. La water pie se préparait en mêlant eau chaude, sucre, farine et beurre, ou leur substitut moins cher, pour créer une garniture qui rappelait une crème sucrée, presque une petite crème pâtissière. La pâte se faisait souvent au sein doux ou avec d'autres ingrédients permettant d'étirer la farine au maximum. Le truc, la farine jouait l'épaississant et donnait au centre une texture gélatineuse, fasten pudding. Plus qu'une vraie tarte, c'était un effort désespéré pour donner l'illusion d'un dessert fait maison. Sandwich au sucre. Les sandwichs au sucre étaient aussi simples que leur nom. Pain blanc, un voile de sucre par-dessus, parfois margarine, sein doux ou beurre si l'on avait de la chance. Et c'est tout. Avec une poêle ou un grille-pain, on pouvait même les dorer un peu. Tout de suite, ça devenait plus gourmand. Rien d'élaboré, on est d'accord. Mais si l'on se souvient qu'on parle de nourriture de survie, tout s'éclaire. Celles et ceux qui vivaient de ce qu'on appelle aujourd'hui la food de pauvres n'avaient ni temps ni moyens pour un petit déjeuner complet et équilibré. Et oui, cela ne devrait surprendre personne. Le repas le plus sacrifié, c'était le matin. On ne sautait ni le dîner ni le déjeuner, indispensable pour tenir au travail. Le petit déjeuner, lui, était sabré sans ménagement. Tous ces sandwichs au sucre, rapides, bon marché et trompe-faim. Avec un peu de miel, de confiture ou de cannelle, c'était encore mieux pour varier. Fausse tarte aux pommes aux Crackers Ritz. Qui a dit qu'il fallait des pommes pour faire une tarte aux pommes? Certainement pas les gens de la Grande Dépression. La mock apple pie était un trucage culinaire génial. Des Crackers Ritz imitaient la texture et même le goût de la pomme. On préparait une garniture sucrée à base d'eau, de sucre, de cannelle et de citron, plus les crackers, pour composer un dessert qui trompait le palais. C'était une façon bon marché de satisfaire une envie de sucré sans ingrédients coûteux ou introuvables, tout en utilisant les biscuits rassis oubliés au fond du placard. Même si on l'associe aux années 1930, les fausses tartes aux pommes remontent au 19e siècle, quand les pommes fraîches manquaient l'hiver. On utilisait des crackers ou du pain rassis pour recréer la texture. La version moderne au Ritz est née dans les années 1930, si populaire que la marque a fini par imprimer la recette sur ses boîtes. Pudding de pruneau. Le pudding de pruneau est l'un de ces desserts modestes qui ont répondu au manque et qui ont même été servis à la Maison-Blanche. Eleanor Roosevelt l'a mise en avant pendant la Grande Dépression comme exemple de cuisine économique et pratique. Peut-être que cela n'a pas redoré la réputation gastronomique de la Maison-Blanche, mais beaucoup de familles y ont trouvé le réconfort de savoir que même les puissants mangèrent simple. La recette tenait en peu de choses: pruneaux, sucre et un sirop pour adoucir. Résultat, un dessert abordable, facile et étonnamment savoureux, dans ses limites. Aujourd'hui, ça paraît modeste. À l'époque, c'était une douceur bienvenue au bout de journées placées sous le signe de l'austérité. Sandwich beurre de cacahuètes et mayonnaise. Qui n'a jamais entendu parler des fameux sandwichs beurre de cacahuètes mayonnaise? Aujourd'hui, ça sonne bizarre, mais pendant des décennies, ce fut un classique des repas rapides et économiques à la maison. Depuis belle lurette, ces sandwichs sont dépannés, l'enfant traînant les pieds vers les maths, le comptable lassé de sa routine, ou la ménagère épuisée qui voulait juste quelque chose de simple à manger. Leur succès tenait à deux choses: prix mini, préparation express. Et, aussi étrange que cela paraisse, les plus petits finissaient par les aimer. Pendant la Grande Dépression, quand le beurre est devenu si cher que beaucoup ont arrêté d'en acheter,
ce sandwich a gagné en popularité. Le gouvernement américain l'a même inclus dans ses campagnes d'aide et ses programmes alimentaires. Il devint l'un des piliers de nombreuses tables. Ainsi, des marques comme Hellmann's ou Duke's se sont invitées dans les cuisines, parce que même le beurre n'était plus une option. Pain de l'économie, Economy Loaf. As-tu déjà imaginé un pain cuit au four sans viande? L'Economy Loaf était exactement cela. Un plat de nécessité, fait d'ingrédients bon marché, pommes de terre, petits pois, farine, œufs, sel et poivre. Ce n'était pas un plat pensé pour les végétaliens, mais une alternative forcée à une époque où la viande relevait du luxe. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce type de recette fut un véritable sauvetage, jusqu'à figurer dans des livres de cuisine patriotiques comme The Modern Hostess. La présidence Roosevelt a vu fleurir ces solutions culinaires, où la nutrition et l'économie prenaient le pas sur le reste. Faute de protéines animales, ce pain offrait un repas complet, accessible et rassasiant. Aujourd'hui, on y verrait une curiosité rétro. À l'époque, c'était presque un acte de résistance ordinaire. Soupe de crackers. Côté soupe simple, difficile de faire plus basique que la cracker soup, aussi appelée poor man's soup, la soupe du pauvre. La recette tenait de la cuisine minimale. Eau chaude, un peu de beurre, avec de la chance, sel, poivre, un cube de bouillon si disponible et, en ingrédient principal, des crackers salés émiettés. La qualifier de soupe aurait fait sourire certains, mais ces jours-là étaient pires que la pire des blagues. Elle s'est même popularisée dans l'armée parce qu'elle ne demandait presque rien pour être préparée. Et elle n'a pas séduit que les soldats. Beaucoup de familles l'utilisaient comme remède maison quand quelqu'un était malade. Légère, facile à digérer, et, même si elle n'apportait pas grand-chose sur le plan nutritionnel, étonnamment réconfortante. Placebo, chaleur de l'eau, peu importe. Elle apaisait ceux qui traversaient des jours difficiles. Tout au long de ce parcours, on a vu que la cuisine n'a pas toujours été un festival de saveurs. Parfois, c'était un champ de bataille où l'ingéniosité luttait contre la pénurie, où la faim transformait l'ordinaire en extraordinaire. Et même si beaucoup de ces recettes nous semblent impensables aujourd'hui, elles ont une valeur immense comme témoins de leur époque. Si ce voyage dans le passé, à travers les saveurs les plus humbles et les histoires les plus curieuses, t'a plu, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne, à laisser un commentaire avec ton avis ou une anecdote que tu connais et à la partager avec quelqu'un qui aime l'histoire autant que toi. On se retrouve pour le prochain voyage dans le temps.